Pour mon anniversaire, ma famille m'a humilié avec un franc et une note cruelle me traitant de perdante. Tous se sont moqués de moi, puis ont planifié de me chasser de la maison. Aujourd'hui, c'est eux qui sont à ma porte, suppliant, pleurant et mourant, après m'avoir chassé. Mon 27e anniversaire aurait dû durer 10 minutes tranquille. Un gâteau, un sourire forcé, peut-être une bougie bon marché du supermarché, et la photo de famille fausse habituelle pour les réseaux sociaux. Au lieu de cela, ma mère a fait glisser une enveloppe blanche sur la table de la salle à manger et a dit « Vas-y, chérie. Ton salaire annuel. » La pièce attendait déjà de rire avant même que je ne la touche. J'ai ouvert le rabat et un seul billet d'un franc a glissé dans ma paume, avec une note pliée autour comme une lame. Pour la perdante sans valeur qui ne deviendra jamais rien. Ma gorge s'est nouée, mais je ne leur ai pas donné la satisfaction de cligner des yeux trop vite. La femme qui m'a donné la vie s'est penchée en arrière comme si elle avait joué à Carnegie Hall. Ma sœur aînée s'est presque étouffée de rire. Mon père a tapoté des doigts sur la table et a appelé cela mon premier vrai chèque de paie. Un oncle, au bout de la table, a marmonné que même les mendiants gagnaient plus. Le glaçage du gâteau avait commencé à fondre sous la lumière chaude de la cuisine, et tout ce que je pouvais sentir, c'était du sucre brûlé, du vin bon marché et la vieille odeur aigre de ceux qui aiment l'humiliation plus que l'honnêteté. J'ai souri quand même, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que quelque chose en moi s'était enfin calmé. Plus tard dans la nuit, alors que j'allais vers le cellier, je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. « Ferme la porte du cellier après qu'elle soit sortie », a dit une voix. Peut-être qu'une nuit dans le froid lui apprendra un peu de gratitude à cette paresseuse. Des heures plus tard, c'était eux à l'extérieur de ma porte, sanglotant, frappant, criant mon nom, me suppliant de les laisser entrer avant que le froid ne termine ce que leur fierté avait commencé. Je m'appelle Clémence Dubois et à 27 ans, j'avais déjà appris la première règle pour survivre à ma famille, ne jamais confondre être nécessaire avec être aimé. J'étais celle qu'ils appelaient paresseuse parce que mon emploi du temps leur semblait étrange. Je travaillais la nuit et les week-ends comme technicienne en système de réfrigération pour une entreprise de services commerciaux à Lyon, en France. Je réparais les chambres froides des restaurants, les unités de refroidissement des supermarchés, les refroidisseurs d'entrepôts, tout ce qui cassait quand tout le monde dormait ou faisait la fête. Mes mains sentaient toujours légèrement le métal, la mousse isolante et l'huile de machine. Mes bottes étaient éraflées. Mes ongles ne restaient jamais jolis longtemps. Et parce que je n'étais pas assise derrière un bureau en blazer, ma famille agissait comme si j'étais à une mauvaise décision de vivre sous un pont. Ils n'avaient aucune idée que j'étais l'une des techniciens d'urgence les mieux notés de mon équipe ou que j'avais passé les 18 derniers mois à économiser tranquillement pour un duplex dans l'ouest de la ville. Je ne leur ai jamais dit. Dans cette maison, l'information était une munition. Le dîner d'anniversaire a eu lieu chez mes parents, une étroite maison de location à 2 étages qu'ils traitaient comme un royaume qu'ils possédaient et un piège dont ils avaient secrètement peur. Mon père n'avait pas gardé d'emploi stable depuis des années. Il se disait consultant, ce qui signifiait surtout courir après des contrats secondaires, de l'argent emprunté et des opinions bruyantes. Ma mère, Denise, soignait l'image de la famille en ligne comme si elle était payée pour cela. Ma sœur Manon flottait entre un travail à temps partiel, des disputes en ligne, et me reprochait d'exister de manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. S'il y avait un sport familial dans cette maison, c'était de décider qui portait la honte cette semaine. J'étais généralement la cible la plus facile parce que je ne mendiais plus leur approbation. Cela les rendait nerveux. Les narcissiques peuvent survivre à vos larmes. Ils commencent à paniquer lorsque vous arrêtez de leur en offrir. Quand j'ai ouvert cette enveloppe et que j'ai vu le billet d'un franc, ça a fait moins mal que le fait qu'ils l'aient planifié. La note n'était pas une insulte spontanée. Elle avait des plis, des froissures. Quelqu'un l'avait écrite plus tôt, l'avait glissée soigneusement, l'avait portée avec elle, attendant le bon éclairage. Il voulait une scène. Il voulait que je craque. Il voulait télécharger les conséquences plus tard avec des légendes sur l'inquiétude familiale et mon comportement instable. Au lieu de cela, j'ai replié la note le long de ses plis d'origine et les glissé dans la poche de ma veste comme une preuve. Puis j'ai entendu le reste. Verrouille le cellier après qu'elle soit sortie. Mon père a dit, laisse-la se débrouiller. Ma sœur a ri et a demandé s'il devait lui laisser la couverture du chien en blague. Quelqu'un d'autre a dit, elle se croit trop bien pour cette famille. Une nuit au froid va arranger ça. Je suis resté là dans le couloir sombre, fixant les photos de famille encadrées qu'ils n'avaient même pas pris la peine de remplacer, même après que la vitre se soit fissurée.
Je devrais vous dire ceci, je n'ai pas pleuré. Cette partie de moi s'était épuisée il y a des années. J'ai pris mes clés, mon sac de sport de travail, et l'enveloppe, je suis sorti avant qu'ils ne puissent mettre en scène leur petite punition, et j'ai conduit directement vers la seule personne qui ne m'avait jamais demandé de me rétrécir pour que les autres puissent se sentir grands. Owen Morel a ouvert la porte de son appartement à 22h43, portant des chaussettes thermiques, un vieux sweatshirt de l'équipe de l'Université de Lyon, et l'expression d'un homme qui savait déjà que ce n'était pas une visite décontractée. Il a regardé mon visage, s'est écarté, et a dit, « Prends le canapé. Je vais faire du café. » Il n'a pas demandé si je voulais parler. Il savait mieux. Owen était mon ami depuis l'école de commerce, à l'époque où un groupe d'instructeurs supposait que les femmes de notre programme abandonneraient avant la mi-session. Il a été la première personne à me voir changer un compresseur sous pression, et à sourire comme s'il venait d'assister à un tour de magie. Nous étions proches depuis lors, non pas parce qu'il me sauvait, mais parce qu'il n'essayait jamais de posséder mes dégâts. Cette nuit-là, je me suis assise sur son canapé gris un peu élimé, avec une couverture sur les épaules, écoutant le radiateur siffler dans le coin. L'appartement sentait le café froid et le savon à lessive. Owen a posé la tasse devant moi, et je lui ai tendu le billet d'1 franc et la note. Il l'a lu une fois, sa mâchoire se resserrant. « Tu gardes ça ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. « Bien » a-t-il répondu. « Parce qu'un jour, ils vont agir comme si rien de tout cela ne s'était passé. » Il avait raison. Le lendemain matin, je ne suis pas retourné. Je suis allé travailler. Il y a quelque chose de magnifiquement honnête dans les appels de service d'urgence. Un congélateur tombe en panne. Un restaurant perd des milliers en inventaire. Un gérant panique. Et aucun d'entre eux ne se soucie si votre mère pense que vous êtes une disgrâce. Il se soucie de savoir si vous pouvez diagnostiquer une fuite, réinitialiser un contrôleur, et faire fonctionner le système avant l'aube. Mon premier travail ce matin-là était un entrepôt de distribution de boulangerie dans le sud. À 5h30 du matin, j'étais sur une échelle sous un moteur de ventilateur d'évaporateur défaillant, ma lampe de poche serrée entre mes dents, mes gants à moitié gelés par la condensation. C'était le genre de travail qui vous donne mal au dos et aiguise votre cerveau. Réparer le problème. Documenter la cause. Passer à autre chose. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été instantanément libre après mon départ. Mais la liberté n'arrive pas d'un coup. Elle vient par étapes laides et petites. D'abord, il y a le soulagement, puis l'épuisement, puis la culpabilité que vous n'avez pas méritée, puis la colère qui apparaît à des endroits aléatoires, comme entendre des rires dans une épicerie et se demander pendant une seconde irrationnelle si c'est à propos de vous. Pendant des semaines, j'ai dormi chez Owen entre les quarts de travail et les visites d'appartement, essayant de décider si partir relevait du courage ou simplement d'un effondrement différé. Certaines nuits, je me réveillais à 2h du matin, convaincu d'entendre la voix de ma mère depuis la cuisine, pour réaliser que c'étaient les vieilles canalisations de l'appartement qui grinçaient. Le corps met plus de temps que l'esprit à accepter que le danger a changé d'adresse. Je n'ai presque rien dit au travail. Mon superviseur savait que j'avais besoin d'un ajustement d'horaire temporaire, et c'était suffisant. Moins ma famille savait sur mes revenus réels, mes projets, où j'allais, mieux c'était. Ils se sont toujours moqués de mon métier, mais les métiers paient d'une manière que la fierté ne peut mesurer. Heures supplémentaires, certifications, appels spécialisés, primes de risque, contrats de recommandation. Pendant qu'ils s'occupaient de jouer la supériorité, je construisais tranquillement une vie avec des factures, des formations de sécurité et des journaux de réparation à 3h du matin. 6 mois avant mon anniversaire, j'avais finalisé l'achat d'un duplex grâce à mes économies, un programme pour primo-accédants et une discipline brutale. J'habitais dans l'une des unités et louais l'autre à une enseignante retraitée nommée Madame Alvarez, qui arrosait les plantes de son porche comme s'il s'agissait d'enfants et me faisait des gâteaux au citron quand je rentrais de longues journées. Ma famille n'avait aucune idée que je possédais l'endroit. Ils pensaient toujours que je sautais d'un travail étrange à un mauvais choix. Je les laissais penser cela. Une semaine après le coup d'anniversaire, Manon a trouvé une de mes photos publiques en ligne. Juste une photo de mon camion de travail au lever du soleil avec la légende « Appel de service tôt, mais ça vaut le coup » et a commenté « Regardez qui fait semblant d'avoir une carrière maintenant. J'espère que le costume vient avec l'argent du loyer. » Elle l'a supprimé 1 heure plus tard, mais pas avant que je l'ai capturé. Puis ma mère a publié un graphique de citation sur les filles ingrates et le sacrifice.
Mon père a appelé une fois à partir d'un numéro masqué et a laissé un message vocal disant que je faisais honte à la famille en disparaissant à cause d'une blague. J'ai aussi gardé ça parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté de traiter leur cruauté comme la météo. La météo passe. C'était un schéma, un système, et les systèmes laissent des traces. Le vrai tournant est survenu lorsque j'ai appris à quel point leur situation était réellement mauvaise. Ma tante, la seule parente qui me parlait encore comme si j'étais une personne, a appelé par erreur, pensant qu'elle avait joint ma mère. En 3 minutes de conversation confuse, j'ai appris plus qu'il n'avait admis en 3 ans. Le loyer était en retard. Les avis de coupure de service public étaient déjà arrivés 2 fois. Mon père avait signé un prêt privé avec un de ses amis, un homme nommé Rémi Fournier, qui était exactement le genre de désastre souriant en qui tout le monde faisait confiance jusqu'à ce qu'il faille le recouvrer. Ma mère avait vendu la bague de mariage de ma grand-mère des mois plus tôt et avait menti à ce sujet. Manon avait épuisé 2 cartes de crédit sous prétexte de construire une marque. Il n'était pas seulement irresponsable, il s'effondrait. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a appelé pour s'excuser du billet d'1 franc. Aucun d'entre eux n'a appelé pour demander où j'étais ou si j'étais en sécurité. Leur premier véritable contact n'est venu qu'après qu'ils aient commencé à avoir besoin de quelque chose. C'est là que j'ai compris la chose la plus importante dans tout ce désordre. Ils ne me méprisaient pas parce que j'étais sans valeur. Ils me méprisaient parce que je devenais le genre de stabilité qu'ils ne pouvaient plus simuler. 3 semaines après mon anniversaire, ma mère m'a finalement appelé de son vrai numéro. Sa voix était douce de la manière dont le sirop bon marché est doux, épaisse, performative. Clémence, ma chérie, nous nous sommes tous calmés. Je pense que nous devrions dîner. Recommencer à zéro. Comme si la cruauté avait un bouton de réinitialisation. Comme si l'humiliation devenait inoffensive après que suffisamment de temps ait passé. J'ai dit non. Elle a pleuré immédiatement, ce qui m'a presque impressionné. Je ne sais pas pourquoi tu nous punis. C'était une blague. Nous essayions d'alléger l'ambiance. La note avait des plis, ai-je dit. Silence. Je pouvais la voir cligner des yeux. Puis elle a changé de tactique. Ton père est soumis à beaucoup de stress. Manon aussi. Nous sommes une famille. La famille ne devrait pas tenir des comptes. Cette phrase est restée dans mon oreille comme du poison. Ceux qui bénéficient de votre silence appellent toujours la responsabilité une question de comptabilisation. Je lui ai dit que j'étais au travail et j'ai raccroché. Cela aurait dû être la fin. Mais une semaine plus tard, Owen m'a envoyé une photo prise devant une épicerie dans l'est de la ville. Mon père se tenait sur le parking, se disputant avec Rémi Fournier à côté d'un pick-up cabossé. La légende d'Owen disait, tu dois savoir ça avant que ça ne devienne plus moche. 1 heure plus tard, ma tante m'a de nouveau envoyé un SMS. HMPH. Ils disent que tu leur dois de l'argent maintenant. Fais attention. Ce fut le moment où quelque chose de froid et de précis s'est installé en moi. Pas la rage, la stratégie. Je ne voulais pas d'une vengeance qui semblait dramatique pendant 5 minutes et disparaissait. Je voulais des conséquences qui éduquaient. Je voulais un miroir qu'ils ne pourraient pas briser en m'appelant émotive. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours quand un système cassait. J'ai documenté. J'ai rassemblé des captures d'écran, des messages vocaux, des dates, des commentaires, de vieux textos demandant une petite aide temporaire qui ne revenait jamais. Et le plus récent message de ma mère insinuant qu'après tout ce qu'ils avaient investi en moi, je leur devais du soutien. J'ai imprimé la note d'anniversaire. Je l'ai mise dans un dossier. Puis j'ai pris rendez-vous pour une consultation avec un avocat recommandé par le programme d'aide aux employés de mon entreprise. HMPH. Pas parce que je prévoyais de les poursuivre immédiatement, mais parce que je refusais d'être prise au dépourvu s'ils escaladaient. L'avocat a écouté sans interrompre, a tapoté l'enveloppe d'un doigt manucuré, et a dit, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est un comportement familial coercitif. Gardez des dossiers. Ne co-signez rien. Ne leur permettez pas d'établir leur résidence chez vous, même temporairement. Et s'ils apparaissent sur votre propriété, faites une chose claire, la compassion n'est pas la même chose que l'abandon. Cette phrase est restée avec moi. Peu de temps après, le temps a tourné brutal. Lyon fin janvier peut écraser la confiance de quelqu'un en une seule soirée. Les prévisions annonçaient de la pluie verglaçante suivie d'une forte baisse de température.
À ce moment-là, je savais que mes parents étaient dans un pétrin plus profond qu'ils ne l'admettaient. Rémi faisait pression sur eux. Le propriétaire exigeait le paiement. Les services publics étaient instables. Et parce que les mauvaises décisions voyagent en groupe, mon père croyait apparemment que la solution était d'organiser une autre réunion d'affaires chez eux avec des hommes qui sentaient l'opportunité dans la panique des autres. Puis est venu le message qui a tout recablé de Manon. On peut utiliser ta place pour une nuit? Ne sois pas dramatique. On a juste besoin d'un peu d'espace parce que le chauffage a des problèmes ici. J'ai fixé les mots. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, même pas un bon mensonge, juste de l'arrogance dans un manteau plus joli. J'ai répondu, non. Elle a répondu en moins de 20 secondes. Waouh, alors tu laisserais vraiment ta propre famille gelée. J'ai regardé l'écran et me suis souvenu du murmure de la cuisine. Laisse-la dormir dehors ce soir. Je n'ai pas répondu. La tempête a frappé plus fort que prévu. Tard dans la soirée, la pluie verglaçante avait scellé les rues, recouvert les lignes électriques et transformé chaque pas en un pari. Je venais de terminer un appel d'urgence dans la chambre froide d'une supérette et j'étais rentré prudemment, mes pneus luttant pour l'adhérence à chaque virage. Madame Alvarez m'avait déjà envoyé un SMS disant qu'elle restait chez sa fille cette nuit, ce qui signifiait que le duplex était calme, à l'exception du faible bourdonnement mécanique du four nouvellement entretenu et du tapotement occasionnel de la glace contre la vitre. J'ai mis des vêtements secs, vérifié 2 fois le thermostat de la propriété par habitude, et j'étais en train de réchauffer de la soupe en conserve quand mon téléphone s'est illuminé avec 12 appels manqués provenant de numéros que je connaissais. Puis les coups ont commencé. Pas des coups polis, pas même des tapotements frénétiques. Des coups de tout le corps, des poings, de la panique et du désespoir jetés contre ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler le cadre. J'ai gelé, la cuillère toujours dans ma main. Un autre coup, puis la voix de ma mère, déchirée par le froid et la terreur. Clémence, Clémence, s'il te plaît. Je me suis approché de la fenêtre à côté du hall d'entrée et j'ai regardé à travers la fente où le rideau ne fermait pas complètement. Ils étaient là. Ma mère dans un manteau de laine trempé, les cheveux collés à son visage. Mon père, tête nue, criant dans le vent entre les quintes de tout. Manon enveloppée dans une couverture déjà imbibée d'eau. Et derrière eux, dans la forme sombre de l'allée, mon oncle affalé à l'intérieur d'une voiture qui ne démarrait pas. Pendant une étrange seconde, personne dans mon corps n'a bougé. Je n'étais pas fier de ça. C'est juste la vérité. Parce que j'avais imaginé qu'ils avaient besoin de moi auparavant. J'avais imaginé des excuses, des supplications, des larmes, tout cela. Mais je n'avais jamais imaginé à quel point ils seraient petits avec de la glace s'accumulant sur leurs manches et la peur finalement plus forte que l'ego. Ouvre la porte, a crié mon père. S'il vous plaît, nous gelons. Manon pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre de colère. Clémence, s'il te plaît. On ne voulait pas dire ça, d'accord? On ne voulait rien dire de tout ça. J'ai déverrouillé seulement la porte extérieure du sas, mais j'ai gardé le verrou principal fermé sur la porte principale. Assez pour parler. Pas assez pour que quelqu'un puisse forcer l'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Ma mère a laissé échapper un son entre un sanglot et un halètement. La chaudière est tombée en panne. Puis les radiateurs d'appoint ont fait sauter un circuit. Puis le propriétaire est venu. Rémi est aussi apparu. Il y a eu des cris. Quelqu'un a appelé la police. Nous avons dû partir. Elle a appuyé ses 2 mains sur la vitre. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Juste pour cette nuit. J'ai regardé mon père. Ses yeux ont évité les miens en premier. Pourquoi êtes-vous ici, lui ai-je demandé. Il a avalé difficilement. Parce que nous avons besoin d'aide. Non, ai-je dit. Pourquoi êtes-vous ici? Le vent a claqué autour du porche. Enfin, a-t-il marmonné. Parce que tu es la seule qui est un endroit chaud. Voilà. Pas l'amour, pas le remords, mais la reconnaissance de l'utilité. J'ai fouillé dans la poche de mon cardigan et j'ai sorti la note d'anniversaire pliée. Je la gardais là parfois sans y penser. Mémoire musculaire. Mémoire de preuve. Je l'ai tenue en l'air où il pouvait la voir à travers la vitre. Vous vous souvenez de ça? Ma mère a fermé les yeux. Clémence. Pas maintenant, a-t-elle murmuré.
Non, ai-je dit calmement. Exactement maintenant. Manon a commencé à secouer la tête. Nous avons dit que nous étions désolés. Vous avez ri, ai-je dit. Vous avez tous ri. Puis vous avez prévu de me verrouiller dehors dans le froid. Mon père s'est hérissé pendant une demi-seconde. Réflexe plus que confiance. Et puis le froid a semblé battre la fierté hors de lui. Nous avons eu tort. Ce mot a résonné plus lourdement que les coups. Tort. Pas en plaisantant, pas stressé, pas mal compris. Tort. Je devrais vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là pour que personne ne confonde cela avec de la fantaisie. Je n'ai pas ressenti de triomphe comme les histoires de vengeance le vendent habituellement. J'ai ressenti de la colère, oui, de la validation, oui, mais en dessous, il y avait un chagrin si ancien qu'il semblait presque permanent, car entendre la vérité de la bouche de personnes qui ont refusé de la dire plus tôt ne vous guérit pas. Cela prouve seulement combien de temps ils auraient pu choisir différemment. Derrière eux, l'oncle dans la voiture a commencé à klaxonner faiblement. Ma mère s'est mise à sangloter plus fort. S'il te plaît, Clémence, nous te supplions. J'ai pensé à ce que l'avocat avait dit. La compassion n'est pas la même chose que l'abandon. J'ai donc fait un choix. J'ai ouvert la porte juste assez pour poser quelque chose sur le porche. Une simple enveloppe blanche. Mon père l'a fixée comme si elle pouvait contenir une clé. Ramassez-la, ai-je dit. Manon a tendu la main la première, les doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un seul billet d'1 franc et une note manuscrite pour la famille qui disait « Une nuit au froid apprend la gratitude ». Ma mère a émis un son que je n'oublierai jamais. Puis j'ai parlé avant qu'il ne puisse. « Vous n'entrez pas ce soir. » Mon père a explosé le premier. « Es-tu folle ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, je pense enfin clairement. » HMPH. Ma mère s'est pressée une main sur la bouche, pleurant plus fort. Manon fixait la note comme si les mots pouvaient frapper physiquement la peau. Je les ai laissés ressentir cela, non pas parce que je voulais qu'ils meurent sur mon porche, mais parce que pour une fois j'avais besoin qu'ils comprennent que l'humiliation est toujours plus laide vue de l'extérieur. Avant que quelqu'un ne panique à cause de ce que j'ai fait ensuite, écoutez attentivement. Je ne les ai pas laissés là, sans aide. La cruauté m'avait élevé, mais je refusais de devenir compétente en elle. J'avais déjà appelé le centre d'accueil d'urgence à 2 pâtés de maison d'ici lorsque les coups ont commencé, parce que je reconnaissais la panique avant même d'ouvrir le rideau. Je savais que le gymnase de l'église sur la rue de la Liberté organisait un accueil de nuit pendant la tempête. Je savais aussi que mon camion de travail avait une trousse complète pour temps froid, des couvertures thermiques, des chauffe-mains, de l'eau, des barres protéinées et 2 ponchos de rechange. Pendant qu'il se tenait là, fixant le billet d'1 franc, j'ai posé un bac en plastique sur le porche à côté de l'enveloppe. Dedans, ai-je dit, il y a des couvertures, des gants, des chauffe-mains, et l'adresse du refuge. L'accueil est ouvert jusqu'à minuit. Ils vous prendront tous. J'ai déjà appelé à l'avance. Mon père avait l'air offensé. Offensé ? Par un temps glacial, après être arrivé à ma maison comme une conséquence enveloppée de glace, l'homme trouvait encore un moyen d'avoir l'air insulté. Tu enverrais ta propre famille dans un refuge, a-t-il exigé. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle. Parce que certaines vérités sont si nues qu'elles perdent tout déguisement. Vous avez essayé de me faire dormir dehors pour vous divertir, ai-je dit. Je vous envoie quelque part en sécurité. Le visage de Manon s'est effondré. Clémence, s'il te plaît, laisse juste maman entrer. Elle tremble. Alors emmène-la au refuge maintenant. Ma mère a chuchoté mon nom de la manière dont les gens murmurent les prières qu'ils auraient dû dire bien plus tôt. Bébé, je sais que nous t'avons blessé. Je sais que nous l'avons fait, mais ne peux-tu pas simplement ne pas faire ça comme ça? Cette question a été plus cinglante que n'importe quelle insulte qu'ils m'avaient jamais lancée, car cachée dedans se trouvait l'hypothèse que leur cruauté avait un format approprié, et que ma limite n'en avait pas. Fais-nous plus de mal doucement, voulait-elle dire. Protège notre dignité pendant que nous nous tenons sur les ruines de la tienne. J'ai secoué la tête. Non, plus comme ça. Puis, parce que je voulais qu'il n'y ait aucune confusion, j'ai dit ce que j'avais besoin de dire depuis des années. Vous n'avez pas accès d'urgence à moi juste parce que vos choix sont devenus gênants. Être mes parents ne fait pas de ma maison votre plan de secours.
Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Même le vent semblait s'arrêter. Finalement, mon oncle est sorti de la voiture en jurant à voix basse et a attrapé le bac. Mon père lui a marmonné quelque chose de vicieux. Manon a tressailli. Ma mère avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'1 heure plus tôt. C'était le premier portrait honnête de ma famille que j'avais vu de toute ma vie. Pas puissant, pas juste, pas uni. Juste un groupe d'adultes effrayés découvrant que la manipulation cesse de fonctionner lorsque la cible apprend le mécanisme. Prenez les couvertures, ai-je dit. Prenez l'adresse. Partez maintenant. Ma mère s'est penchée, a ramassé l'enveloppe à nouveau et l'a serrée contre sa poitrine comme une preuve d'un procès qu'elle venait de perdre. Puis elle a demandé, presque trop doucement pour l'entendre, « Est-ce que c'est ça que tu voulais, nous regarder souffrir ?» Cela comptait parce que c'est la question que tout le monde pose lorsque les conséquences arrivent enfin. Comme si la souffrance n'était devenue réelle qu'une fois qu'elle les avait touchées. Non, ai-je dit. Ce que je voulais, c'est que vous vous arrêtiez avant d'en arriver là. Ils sont partis. Pas avec grâce. Pas avec gratitude. Mon père a toujours maudit. Manon a toujours pleuré. Mon oncle a failli glisser sur l'allée. Ma mère s'est retournée une fois depuis le trottoir, se tenant sous la lumière jaune du porche avec le sommeil parsemant son manteau et m'a regardé avec une expression qui se situe entre la honte et la révélation. Puis ils sont montés dans 2 voitures en panne et se sont traînés vers le refuge de l'église. J'ai verrouillé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle si fort que le bois me faisait mal. Puis je me suis assise sur le sol et j'ai tremblé. Parce que les limites sont coûteuses quand on vous a appris à les confondre avec une trahison. Owen est arrivé 20 minutes plus tard après que j'ai envoyé seulement 4 mots par SMS, ils sont venus ici ce soir. Il est entré sans fanfare, m'a apporté du thé, a écouté, et n'a rien dit pendant longtemps. Finalement, il a demandé, « Penses-tu que tu as bien fait ?» J'ai regardé le verrou de sécurité, le rideau bougeant encore légèrement sous le courant d'air, la table du couloir où la vieille note d'anniversaire avait vécu dans ma poche comme une écharpe pendant des semaines. Je pense, ai-je dit lentement, que j'ai fait ce qui ne me détruisait pas. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse suffisante. Le lendemain matin, l'histoire m'est parvenue par fragments. Le propriétaire avait officiellement expulsé mes parents après des mois de retard, de dommages matériels, et une dernière nuit de menaces et de chaos impliquant Rémi Fournier, une installation illégale de radiateurs d'appoint. Et des voisins qui en avaient assez de faire semblant de ne pas entendre les disputes à travers le mur. La police n'avait arrêté personne, mais elle avait clairement indiqué que la maison n'était plus une option. Rémi, sans surprise, s'est volatilisé dès que la tension légale est apparue. Mon père avait lié la famille à des hommes comme lui parce qu'il préférait les raccourcis à la structure. Ma mère l'avait permis parce que l'apparence semblait plus facile que la vérité. Manon avait copié les 2 et appelé cela indépendance. Ils ont passé 2 nuits au refuge. Puis ma tante a pris ma mère temporairement, mais pas mon père. Un cousin a accepté de laisser Manon rester sur son canapé si elle trouvait du travail dans la semaine. Mon oncle a disparu dans le coin de malchance qu'il avait produit. La famille qui riait autrefois autour d'une table d'anniversaire comme si elle était intouchable s'était divisée sous la pression de la vraie vie. Et pour la première fois, il ne restait plus de bouc émissaire unique pour absorber les dégâts. 3 jours plus tard, ma mère m'a envoyé une photo de l'enveloppe que j'avais laissée sur le porche. Le billet d'1 franc était toujours à l'intérieur. Ainsi que ma note. Sous l'image, elle avait écrit, « J'ai lu ceci 20 fois. Je pense que je comprends enfin ce que tu as ressenti. » J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. « Tu comprends une nuit de ça ?» ai-je tapé. J'ai vécu des années. Elle n'a répondu que le soir. « Tu as raison. » C'était la première phrase nette qu'elle m'ait jamais envoyée. Au cours du mois suivant, quelque chose s'est produit que ni conférence, ni dispute, ni confrontation dramatique n'avaient réussi auparavant. La réalité a pris le dessus. Mon père ne pouvait bluffer ni un propriétaire, ni un prêteur, ni la météo, ni les règles d'admission du refuge. Manon ne pouvait pas hashtaguer sa sortie des soldes impayés et des ponts brûlés. Ma mère, dépouillée de son public, devait faire face au fait que toute sa version de la maternité avait été construite sur la performance et la hiérarchie plutôt que sur le soin. La honte a finalement fait ce que l'amour n'avait pas réussi à faire. Elle les a rendus honnêtes, pas instantanément, pas parfaitement. L'honnêteté venait encore par éclats et partiels.
Mon père m'a laissé 2 messages vocaux alternant entre la colère et l'apitoiement avant qu'un silence ne remplace les deux. Manon a envoyé un message qui commençait par « Je sais que tu penses être meilleur que nous » et se terminait par « Mais j'ai un entretien d'embauche dans un cabinet dentaire et j'essaie de ne pas le gâcher ». C'était le plus proche de l'humilité qu'elle ait jamais produit. Ma mère a demandé si elle pouvait me rencontrer en public, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Je l'ai fait attendre une semaine. Puis j'ai choisi une brasserie à mi-chemin de la ville à midi. En plein jour, terrain neutre. Elle est arrivée en avance. Pas de maquillage, pas de taille dramatique, aucun discours préparé pour les réseaux sociaux. Juste Denise Bennett dans un manteau bleu marine dont les coudes avaient commencé à briller, assise avec ses 2 mains autour d'une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. Avant, je pensais que le rôle de parent signifiait que j'avais le droit de définir ce qui se passait, a-t-elle dit après que je me sois assise. Si je l'appelais taquinerie, c'était de la taquinerie. Si j'appelais ça de la discipline, c'était de la discipline. Si je te traitais d'ingrat, alors ta douleur n'avait pas d'importance. Elle a dégluti. J'avais tort. La voilà encore. Tort. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Elle a continué. Quand tu n'as pas ouvert la porte, je t'ai détesté pendant environ 10 minutes, peut-être 15. Puis nous sommes arrivés à ce refuge et j'ai vu des mères avec des enfants, de vieux hommes sans abri. Des femmes qui essayaient de ne pas pleurer sur des chaises pliantes, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « j'ai fait ça à ma propre fille pour le sport ». Je voulais que tu te sentes impuissante pour que je puisse me sentir en contrôle. J'ai laissé cela s'installer entre nous. Puis j'ai demandé « alors, maintenant quoi ?» Elle a cligné des yeux comme si la question la surprenait. Peut-être s'attendait-elle à ce que le remords fonctionne comme une réinitialisation. Peut-être n'avait-elle pas réalisé que le remords sans changement n'est qu'une autre performance. Maintenant, a-t-elle dit lentement, je vais voir un thérapeute. Je trouve un travail. J'arrête de te demander de réparer ce que j'ai aidé à casser. Et si tu ne me fais plus jamais confiance, je vivrai avec ça. Cette réponse a fait quelque chose de dangereux en moi. Elle a rendu la réconciliation possible, non garantie, pas bon marché, juste possible, ce qui est plus difficile à certains égards que de couper les ponts pour toujours. La colère est plus simple que la reconstruction. Je lui ai dit la vérité. Je ne suis pas prête à te laisser revenir dans ma vie comme tu le souhaites. Elle a immédiatement hoché la tête. Je sais que tu ne me donneras pas une clé de ta maison. Je sais que tu ne m'emprunteras pas d'argent. Elle a baissé les yeux. Je sais que tu ne diras plus aux gens que nous sommes proches juste parce que nous avons eu une conversation. Un triste petit sourire a effleuré sa bouche. Je sais. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'elle pourrait vraiment m'entendre. Quant à mon père, le changement est venu plus lentement et plus laid. Il a accepté des contrats par l'intermédiaire d'un ami de ma tante et a passé plusieurs semaines à blâmer la malchance avant d'admettre finalement que chaque désastre de sa vie portait ses empreintes digitales. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais. Manon a loué une chambre avec 2 collègues après avoir décroché ce travail de bureau dentaire. Un mois plus tard, elle m'a envoyé une photo de son premier vrai chèque de paie et a écrit « J'ai pensé au franc. Je comprends maintenant. » Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai répondu. La croissance mérite d'être témoignée, même lorsque la confiance n'est pas revenue. Le printemps est arrivé. La glace a fondu. Mon Porsche a perdu les bosses laissées par leurs poings après que j'ai poncé et repeint moi-même le cadre un dimanche après-midi. Madame Alvarez est venue apporter de la limonade et m'a dit que la nouvelle couleur rendait l'ensemble de l'endroit plus fort. J'ai ri à ça parce que peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que les maisons absorbent ce que nous survivons. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé la note d'anniversaire originale dans la poche d'une veste en rangeant mes vêtements pour le temps chaud. Le papier était ramolli au pli, l'encre légèrement floue à cause de la nuit où ma main avait transpiré autour d'elle. Pendant un long moment, je l'ai juste regardée. Puis je l'ai emmenée dehors, dans le foyer métallique à l'arrière-cour, j'ai mis une allumette sur un coin, et j'ai regardé les mots se recroqueviller vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des flocons noirs s'élevant dans l'air du soir. C'est la partie que personne ne voit dans les histoires de vengeance. La vraie victoire n'est pas quand ils supplient. Ce n'est pas quand ils admettent enfin que vous aviez raison. Ce n'est même pas quand les conséquences atterrissent exactement là où elles le devraient. La vraie victoire est plus silencieuse.
C'est le jour où vous réalisez que leur version de vous n'a plus d'accès légal à votre esprit. C'est le jour où leur cruauté cesse de narrer votre vie. Alors oui, le jour de mon anniversaire, mes parents m'ont donné 1 franc et une note me traitant de sans valeur. Et oui, des heures plus tard, ils étaient devant ma porte, mendiant dans le froid, frappant, criant et apprenant que la fille qu'ils avaient écartée était devenue la seule personne stable de leur orbite. Mais la partie la plus importante n'est pas que je les ai fait souffrir. C'est que j'ai refusé de laisser leur douleur faire de moi ce qu'ils étaient. Je n'ai pas ouvert ma porte pour abandonner. Je ne les ai pas laissés dehors pour mourir. Je les ai envoyés quelque part en sécurité et j'ai laissé la réalité faire l'enseignement qu'ils avaient reporté pendant des années. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Les titres de famille ne peuvent pas excuser la cruauté. Et parfois, la leçon la plus éducative, la plus douloureuse, la plus nécessaire est celle-ci: si vous passez des années à traiter quelqu'un comme s'il était jetable, un jour vous pourriez vous retrouver debout dans le froid, suppliant la personne même que vous avez appris à vivre sans vous.